Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Conversano. Nous allons aborder plusieurs sujets, notamment l'Ukraine, reconquête, l'immigration, éventuellement le grand remplacement ou l'expatriation. Mhm. Bonjour Daniel Conversano, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie pour cette invitation. Bonjour à tous les spectateurs. Alors, comme je l'ai dit en petite introduction, l'actualité politique est assez brûlante, notamment avec la crise énergétique Mhm. et le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Oui. Quelles sont vos analyses? Qui sont pour vous les grands gagnants et les grands perdants? Alors, c'est une question assez énorme. Déjà, je ne sais pas si on peut y répondre puisque la guerre n'est pas terminée. J'ajoute que les objectifs de la Russie ne sont pas clairs, hein. C'est-à-dire, on ne sait pas si la Russie veut faire changer le pouvoir en Ukraine, on ne sait pas si elle veut une partie de l'Ukraine, on ne sait pas si elle veut la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Donc déjà, ne connaissant pas les vrais objectifs de Poutine, c'est difficile d'avoir un avis sur la fin de cette guerre, hein. Pour moi, on n'en va pas en voir le bout avant plusieurs mois. À titre personnel, je soutiens l'Ukraine dans ce conflit, non pas par russophobie ou par adhésion au discours cosmopolite, puisqu'évidemment, que ce soit Macron, Biden, évidemment, ils sont contre la Russie. Mais moi, je soutiens l'Ukraine pour des raisons ethno-nationalistes. Je pense que les Ukrainiens ont le droit d'avoir un pays, qu'ils sont globalement plus heureux aujourd'hui que quand ils faisaient partie de l'URSS, et que l'attaque, notamment de l'attaque d'un pays souverain, est toujours condamnable de fait. Donc, moi, je suis plutôt du côté ukrainien. Ce qui me vaut pas mal de critiques dans le milieu nationaliste. Maintenant, c'est difficile de répondre à la question parce que la guerre n'est pas terminée. Je pense que la Russie va perdre cette guerre. Je pense que elle ne parviendra à remplir le moindre de ses objectifs et que, un peu comme ça a été le cas en Afghanistan, elle finira par partir de l'Ukraine petit à petit sans avoir eu gain de cause. Donc, évidemment, économiquement, l'Europe en pâtit, mais la Russie encore plus. Voilà, je connais pas mal de gens qui vivent en Russie. Il y a énormément de choses qui vont augmenter. Le coût de la vie a également augmenté en Russie. Et donc, certes, nous allons payer le gaz ou l'électricité plus cher, mais les Russes n'auront pas accès à un certain nombre de produits. Donc, en fait, finalement, pour terminer de répondre, c'est un rapport un peu perdant-perdant. C'est-à-dire, économiquement, on va en souffrir, et même à la fin de la guerre, il y aura encore des conséquences. Mais la Russie, qui était en train de renaître finalement après des années de communisme, je crains qu'elle ne revienne plusieurs années en arrière, puisque elle s'est fâchée avec un certain nombre de partenaires et pour une durée assez importante, je pense. Bon, j'ai vu aussi que vous aviez posté une vidéo sur votre Telegram critiquant de manière assez frontale les analyses de Xavier Moreau. Mais au-delà de ça, on ne peut pas voir à chaque fois que ce sont toujours les Européens de l'Ouest qui sont les grands perdants en fonction des crises. Et puis au-delà de ça, la Russe aussi empathie comme les Ukrainiens, c'est-à-dire les peuples, ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent. Après, c'est sûr qu'évidemment, les gouvernements au-dessus sont d'une certaine manière protégés. Mhm. Et aussi, autre point, on a deux visions qui s'opposent, j'ai l'impression, c'est-à-dire la vision plutôt multipolaire de Poutine et la vision plutôt unipolaire occidentale, c'est-à-dire les alliés, évidemment. Oui, alors pour moi, je connais cette théorie que ce soit l'affrontement des civilisations ou le monde multipolaire. Pour moi, en fait, c'est une création de la pensée d'intellectuels. En fait, il n'y a pas de monde multipolaire actuellement. Quoique, si, hein, la Chine est en plein essor, donc oui, on peut estimer qu'il y a deux pôles, le pôle occidental, le pôle chinois. Concernant la Russie ne fait pas le poids économiquement pour être considérée comme un pôle, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Russie est très peu attractive. Je veux dire, qui connaît autour de soi des gens qui disent tiens, je vais aller travailler et vivre en Russie, ça reste quand même marginal. Donc, je ne pense pas que ce soit l'Occident qui empêche la Russie de se développer. Je pense que la Russie pense le monde comme avant, qu'elle ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, et que pour elle, pour affirmer sa puissance, elle le fait d'une manière militaire. Or, aujourd'hui, le vrai pouvoir, c'est le soft power. Le vrai pouvoir, c'est créer de la richesse. Et ce pouvoir-là, la Russie ne peut pas se le permettre. Et ce n'est pas
Ce n'est pas lié à la qualité de son peuple, mais c'est lié au fait que même si on n'est plus en Union soviétique, l'économie russe n'est plus communiste, l'État est toujours très interventionniste et empêche en fait, je ne sais pas, quelque chose comme Twitter ou Amazon ne peut pas exister en Russie parce que l'État ne peut pas s'empêcher d'intervenir et de prendre ça pour lui. On l'a vu d'ailleurs parce que le VK a été nationalisé quasiment de force, a été racheté à Pavel Durov qui du coup a fait Telegram pour avoir plus de liberté. Et en fait, cette mentalité russe, cette crainte en fait toujours d'être envahi par l'étranger fait que les gouvernants russes mettent une grosse partie de leur économie dans la défense et même dans l'attaque, hein, dans l'armement. Et tant qu'une partie importante du PIB ira là et pas dans le développement du pays, pour moi, la Russie ne sera pas un pôle. C'est-à-dire, en fait, je pense vraiment que c'est une idée que se font beaucoup de nationalistes français, parce qu'il y a la figure de Poutine. C'est un homme charismatique, c'est un homme intelligent, c'est un homme, je veux dire, c'est un chef d'État qui fait un petit peu rêver quand on a eu des mecs comme François Hollande en France. Mais par-delà la figure du chef, il y a un pays. Et je finirai de répondre à la question comme je l'ai commencé. La Russie n'est pas attractive économiquement. Donc, qu'est-ce qu'un pôle, qu'est-ce qu'un empire? C'est quelque chose qui brille et qu'on a envie de rejoindre. Aujourd'hui, à la marge, on a peut-être des gens qui veulent aller en Russie, par exemple, pour y échapper à une certaine immigration, ou pour, je sais pas, pour aller à la rencontre de belles femmes. Ça, la Russie en est peuplée. Mais c'est pas, pour moi, le vrai adversaire de l'Occident, s'il y en a un, c'est la Chine. Et là, effectivement, là, c'est sérieux. Là, on peut parler d'un pôle qui est en train de naître en Asie. Ouais. Bon, aussi, moi j'aimerais vous demander, selon vous, est-ce que la crise est planifiée? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une volonté délibérée de faire monter les prix de l'électricité, ou est-ce que pour vous c'est vraiment un concours de circonstances et une addition d'incompétences qui font que nous en sommes là? Moi, je vois plutôt l'addition d'incompétences. On l'a vu par exemple avec l'Allemagne qui avait pris à la légère le fait d'être dépendant de la Russie et de son gaz. Et Trump s'était un peu moqué des Allemands lorsqu'il était encore au pouvoir à ce moment-là. Et en fait, Trump avait totalement raison. Il faut toujours travailler à son indépendance énergétique. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et même si l'Allemagne, comme la France, c'est un pays qui a des qualités industrielles, qui finalement, voilà, malgré le progressisme, malgré la décadence, si on veut, ce sont encore des pays qui tiennent debout, qui produisent de la richesse. Mais il y a une vision un peu post-politique dans ces pays-là, qui est liée à leur gauchisme, hein, qui est liée à l'idéologie gauchiste, qui fait que on ne prévoit pas à l'avance des choses énormes qui pourraient arriver et qui correspondent en fait à l'histoire du monde. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des pandémies, il y a toujours eu des conflits entre pays. Et donc, oui, de voir qu'un pays quand même qui est censé être le plus riche, enfin les plus riches d'Europe avec l'Allemagne, se retrouve comme ça à poil quand la Russie décide de couper le gaz, c'est un côté pathétique. Et moi, je n'y vois l'incompétence, je n'y vois pas particulièrement un projet. C'est pas ma vision des choses, d'autant que c'est Poutine qui a décidé d'attaquer malgré tout. On peut dire qu'il a subi des pressions, on peut dire que les accords sur le fait que l'OTAN n'allait pas avancer vers la Russie n'ont pas été respectés. On peut parler de tout ça. Mais la réponse, on va dire, militaire de Poutine, c'est lui qui l'a décidé, c'est pas George Soros. Hein. Donc l'histoire est quand même faite d'imprévus. Bien malin celui qui peut me dire ce qui va se passer en 3 mois. Franchement, je ne sais pas. Ok, mais j'ai vu aussi que vous détachiez totalement un peu des analyses qu'on pourrait appeler complotistes. Pourquoi ça, en fait? Je ne sais pas trop comment répondre. Dès lors qu'une théorie ne me semble pas appuyée par des faits, mais semble relever d'une opinion, je ne sais pas, je veux dire par exemple, avant même, alors que ces gens ne sont pas scientifiques, on a des personnes qui pèsent en plus dans le camp national qui vont dire que les vaccins anti-Covid sont néfastes pour la santé. Mais simplement, je m'interroge. Je veux dire, ces vaccins ont été délivrés dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on créerait un vaccin pensé pour nuire aux gens? Oui, je pense qu'il y a une manière d'avoir un avis sur les choses dès qu'une guerre ou qu'un événement éclate, qui est le réflexe complotiste. C'est-à-dire, en gros, le système, les médias donnent un point de vue et on va partir du principe que c'est faux. Or, ce n'est pas toujours faux. Parfois, les journalistes disent la vérité. Parfois, les gouvernants prennent les bonnes décisions. Oui. Non, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les journalistes mentent consciemment.
ils peuvent déformer la réalité, ils peuvent amenuiser par exemple la gravité du grand emplacement, mais quand un journaliste est pris en flagrant délit de mensonge, il est parfois même amené à s'excuser. Donc, je ne sais plus exactement quelle était la question initiale, mais le fait est que, par rapport aux théories du complot, ça dépend de quel sujet on parle. Sur la guerre en Ukraine, je ne vois aucun complot. Je vois la Russie qui ne veut pas perdre son influence sur l'Ukraine, alors que l'Ukraine souhaite se détacher du giron russe pour entrer dans une économie plus libérale, une économie qui la conduise à une réussite économique qu'elle cherche. Et je le sais d'autant plus que je suis allé régulièrement en Ukraine, j'habite actuellement en Roumanie, je ne suis pas loin. Je veux dire, que ce soit les gens de gauche ou de droite en Ukraine, il y a une unanimité sur le fait qu'on ne veut plus être dépendant de Poutine. On ne veut pas en Ukraine que l'Ukraine soit la Biélorussie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la Biélorussie? Finalement, un État fantoche qui est quasiment entièrement drivé par Vladimir Poutine. Donc, c'est ce qui crée la tension. Et ça, même depuis Maïdan. Alors après que l'Occident, les États-Unis, envoient des subventions, financent ces révolutions, ça c'est clair. Mais l'intérêt des Occidentaux et l'intérêt des nationalistes ukrainiens peut converger. Aujourd'hui, l'intérêt par exemple de l'Europe centrale, c'est que la Russie reste à sa place et ne vienne pas les emmerder une deuxième fois après l'URSS. Effectivement, ça correspond aussi aux intérêts mondialistes. Mais voilà, le monde est multiple, il est complexe. Et je trouve un petit peu, pour terminer de répondre, il y a un raccourci, il y a un raccourci un peu conceptuel à droite qui consiste à dire tout ce qui, pardonnez le langage, emmerde les mondialistes est bon pour nous. Ben non, une victoire de la Russie en Europe centrale, c'est pas forcément bon pour ces pays-là, c'est pas forcément bon pour les peuples européens. Voilà. Je vois tout à fait, mais moi j'ai tendance de plus en plus à avoir la réflexion inverse, c'est-à-dire quand je vois l'unanimité dans les médias pour le soutien aux Ukrainiens ou à l'Ukraine de manière générale, je m'interroge toujours pourquoi ça. Et on voit au niveau des médias comment ils articulent leur discours, c'est-à-dire que c'est toujours l'Ukraine les gentils, la Russie les méchants. Ensuite, on nous parle des restrictions énergétiques et au même moment aussi, on a le réchauffement climatique qui est incessant. Et tout ça s'articule, j'ai l'impression, dans un même but. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, c'est-à-dire le Covid-19 et la grande réinitialisation. Oui, le Great Reset, en fait. Exactement. On va y venir après, peut-être plus en détail. Mais il explique très bien que la prochaine étape après la pandémie, que à titre personnel, j'appelle plutôt la plandémie, comme d'autres pourraient l'appeler, est en fait la suite logique pour asservir les peuples et avoir un contrôle beaucoup plus, quasiment complet sur eux. Je pense que vous avez peut-être aussi vu ça, ou peut-être qu'en Roumanie c'est peut-être différent, je ne le sais pas. Mais je trouve que comment toutes les choses s'articulent, je serais plutôt en désaccord avec vous. J'entends, vous avez le droit. Convergence, pour moi, n'est pas coïncidence. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il se passe plusieurs choses en même temps que les choses sont forcément liées. À titre personnel, je ne vois pas le rapport entre le projet de Great Reset, qui existe effectivement chez certains mondialistes, comme dans le livre que vous venez d'afficher, comme il y a un projet, par exemple, de Grand Israël chez Jacques Attali. Je ne vois pas de rapport avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, il y a une guerre en Ukraine, il y a une tension en Ukraine qui dure depuis une dizaine d'années. Et simplement, pourquoi l'Occident soutient? L'Occident, c'est beaucoup de pays. Hein. L'Occident, c'est à la fois des pays nationalistes comme la Pologne, c'est des pays remplacistes comme la France, c'est l'Italie, c'est les États-Unis. Enfin, il y a un tas de pays. Pourquoi l'Occident soutient l'Ukraine? Parce que ils veulent que l'Ukraine reste dans le giron européen et occidental pour des raisons économiques et concurrentielles avec la Russie. J'en ai tout à fait conscience de ça. Mais ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que c'est le désir des Ukrainiens. L'Ukraine veut rejoindre l'Occident. Mais vouloir rejoindre l'Occident, ça ne veut pas dire vouloir être immigrationniste, vouloir être progressiste. Ça veut dire rejoindre une sphère de civilisation, rejoindre en fait cette protection diplomatique qui est garantie, on va dire, par l'adhésion à l'Union européenne et par l'OTAN, jusqu'à preuve du contraire. Donc en fait, ça ne me choque pas. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'ai plutôt le sentiment que dans le camp national, c'est le contraire. C'est parce qu'on a un biais pro-Poutine, on va considérer que les Ukrainiens sont les fautifs et quelque part, ils ont bien mérité cette guerre. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est dans les propos
que je vois je ne citerai pas, mais dans certains médias de droite. Par exemple, quand je lis, bon, je peux le dire, en l'occurrence, c'était Jean-Yves Le Gallou, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié. Quand Jean-Yves Le Gallou dit que l'Ukraine est woke, je saute au plafond. Enfin, je saute littéralement au plafond. C'est un pays c'est un des pays les plus traditionnels que je connaisse, peut-être le plus traditionnel d'Europe. Il n'y a aucune volonté de la masse de devenir, on va dire, d'entrer dans le postmodernisme et de devenir décadent. Et en fait, pour moi, c'est grave parce que ça met dans la tête des nationalistes que en fait, Poutine fait une bonne action parce qu'il lave en gros l'Ukraine de ses péchés. Il y a vraiment une dimension purificatrice qui est complètement délirante parce que l'Ukraine n'a pas besoin de la Russie pour être conservatrice. Mais il ne faisait pas référence à Zelensky et aux nombreux épisodes où on le voit faire un peu le clown. Je crois vraiment qu'il était inscrit l'Ukraine woke sur son tweet, et l'Ukraine, c'est le pays. Après, peut-être que lui dirait qu'il parlait de Zelensky, mais quelque part, ce sont les Ukrainiens qui ont voté pour les Zelensky. Et pourquoi les Ukrainiens ont voté pour Zelensky? Parce que Zelensky a promis un éloignement de la Russie. En fait, il y a un deal avec le peuple, et les Ukrainiens sont d'accord avec ça, qui est de dire, en gros, on va essayer de faire entrer l'Ukraine dans le marché libéral et on va essayer je vous promets que le PIB de l'Ukraine va monter. Et pour ça, il faut s'éloigner de l'alliance économique historique avec la Russie pour plutôt se tourner vers l'Europe. Et quel est le modèle des Ukrainiens? C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est même pas les États-Unis, c'est la Pologne. Les Ukrainiens rêvent de devenir la Pologne, c'est-à-dire ce pays qui autrefois était pauvre et qui en 15-20 ans a réussi à entrer dans l'économie de marché sans pour autant perdre son identité ethnique et ses valeurs. Et ça, c'est vraiment la volonté des Ukrainiens. C'est pour ça que je les soutiens. Mais je dirais, résumons la chose comme ça, je soutiens l'Ukraine comme un nationaliste. C'est-à-dire, c'est un pays qui est attaqué. Si l'Ukraine veut se rapprocher de l'Occident et c'est de la Russie, c'est son droit. C'est son droit. Voilà. Non, je comprends tout à fait. C'est un sujet en tout cas qui divise beaucoup. Il y a Renaud Camus aussi qui a été plutôt attaqué sur ses positions parce qu'il était plutôt de votre avis, c'est-à-dire plutôt pro-Ukraine. Son intervention était courageuse et la comparaison avec Hitler n'est pas déconnante parce que les arguments de la Russie sont un peu les mêmes. C'est-à-dire, en gros, nous étions obligés d'attaquer. Et ça, c'est quelque chose qu'à droite, on dit, voilà, Hitler était sous pression, il était obligé d'attaquer la Pologne. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que Hitler avait de l'ambition pour l'Allemagne et souhaitait que l'Allemagne s'agrandisse. Je ne crois pas qu'il était obligé d'attaquer la Pologne. De la même manière, je pense que l'attaque de Kiev était l'erreur de la carrière de Poutine. Si Poutine n'avait pas fait ça, en fait, l'histoire l'aurait retenu comme un grand président parce qu'il a réussi à ramener la Crimée en Russie, il a réussi à développer le pays après les années Helsinki. Et vraiment, pour moi, ça a été l'orgueil de trop. On verra si l'histoire me donne raison. Maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on parle de la droite ou des droites en France. Mais d'abord, vous, quelle est votre droite? Où est votre clivage gauche-droite? Brièvement, hein, peut-être pas trop dans les détails. Oui, je verrai. Comme c'était un sujet important, l'Ukraine, j'ai fait des longues réponses, mais je peux être court. C'est simple. Dans le monde d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une question très intéressante. Être de droite, être de gauche, ça ne voulait pas dire la même chose en 1900 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, le baromètre, le schisme, il est simple. Être de gauche, c'est être antiraciste. Être de droite, c'est être identitaire. Moi, c'est là que je mets le curseur. Et ce que je reproche à une partie de la droite française, c'est d'avoir le même logiciel assimilationniste républicain qu'à la gauche depuis même Jules Ferry. Donc, en fait, je reproche à la droite française de ne pas être de droite. Voilà, ce n'est pas forcément pour ça qu'elle perd les élections, mais pour moi, il y a un problème théorique, c'est-à-dire que la droite française ne met pas en avant les bonnes thématiques, à la fois pour conscientiser la jeunesse blanche en France et pour gagner. C'est mon avis. Donc Zemmour, avec son assimilation, a un temps de retard. Moi, j'ai voté Zemmour. C'est un secret pour personne parce que je considère que le plus gros problème en France, c'est le remplacement de population. Et donc, comme Zemmour, dans son programme, voulait lutter contre ce remplacement, j'ai voté pour lui, malgré les réserves que je pouvais avoir sur la manière qu'il avait d'apparaître, sur sa manière vraiment. En tant que candidat, j'ai des choses à redire, mais en tant qu'être humain, je trouve que c'était très courageux qu'il ait pris finalement le sujet de grand remplacement, qu'il le mette comme ça sur la table devant des millions de téléspectateurs. Donc voilà. Moi, je pense surtout qu'il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que je vois le lundi, Zemmour est à la télé
et nous parle du ministère de la Remigration. Et 2 jours après, il nous explique qu'en fait, finalement, un musulman est un Français comme les autres, qui, s'il prend de la distance avec ses religions, peut être un assimilé comme lui-même a été un assimilé. Et je pense que c'est lié finalement à un trouble identitaire qu'a Zemmour, c'est-à-dire que c'est un juif, c'est quelqu'un qui a des origines africaines, sémites africaines, malgré tout qui se sent, je dirais, un Européen de cœur, un Français de cœur. Et donc, il y a un peu une dualité en lui-même. D'un côté, il croit en l'assimilation parce qu'il en a été le produit, effectivement, et c'est un assimilé. Et je ne crois pas du tout, comme certains à droite, comme M. de Lesquen, ou je sais pas, ou comme Jérôme Bourbon, je ne crois pas que Zemmour fait semblant d'aimer la France. Je pense qu'il l'aime vraiment. Mais d'un autre côté, il voit bien que les problèmes sont créés par une certaine migration qui vient de certaines zones du monde. Donc, ce conflit entre à la fois un Zemmour qui voudrait finalement aller sur le racialisme, sans dire le mot, enfin aller sur le terrain identitaire, et qui en même temps croit au modèle de l'assimilation, crée un globi-boulga qui est incompréhensible pour les Français et qui, selon moi, explique pourquoi quelqu'un qui en a assez l'immigration aura tendance à voter plutôt Marine Le Pen qu'Éric Zemmour. Voilà, c'est pour ça que moi, dans le bouquin que j'ai écrit, je suis idiot parce que je ne l'ai pas sur moi là, mais j'ai écrit un bouquin de 2027 que j'ai adressé à Éric Zemmour et dans lequel je lui dis voilà quelle direction, selon moi, Reconquête devrait prendre, une direction à la fois plus moderne dans la manière de présenter son discours, mais également plus identitaire, plus clairement identitaire, en laissant l'assimilation à Marine Le Pen et en assumant le fait que finalement Reconquête, c'est le parti des Blancs. Voilà. Est-ce qu'un parti sur cette ligne peut vraiment gagner? On l'a vu justement, je ne sais pas si vous avez vu ce débat entre Jean-Yves Le Gallou que vous citiez précédemment et puis François Bousquet. L'un et l'autre défendaient une certaine vision. Jean-Yves Le Gallou, évidemment, le côté plutôt identitaire européen, et François Bousquet, plutôt le côté justement du pouvoir d'achat, qui était apparemment le thème central de cette campagne présidentielle. Ah, oui, c'est vrai. Comment expliquez-vous que ce thème, au final, ait dominé totalement la question identitaire? Ouais. Et puis au final, deuxième question peut-être emboîtée, comment expliquer que on ne fait que de perdre? Enfin, je ne suis pas français, hein, mais en tout cas, la droite que vous appelez identitaire ou les idées nationales ne font que de perdre. C'est interminable. Il y a plein de choses à dire. Alors déjà, ça a l'air d'être un syndrome très français parce que dans d'autres pays d'Europe, l'extrême droite a eu le pouvoir ou est en passe de l'avoir. En Autriche, il y a eu Jörg Haider, il y a Orban en Hongrie, il va bientôt y avoir sans doute Meloni en Italie qui est considérée comme post-fasciste, autant dire fasciste, en Italie. On a maintenant la Suède qui passe à droite, on n'aurait jamais cru ça il y a quelques années. Alors pour répondre à votre question, en fait, moi je suis à la fois de l'avis, comme ça tout le monde est content, je suis à la fois d'accord avec Bousquet et à la fois d'accord avec Jean-Yves Le Gallou. Le Gallou a une façon justement de présenter l'européisme identitaire qui, selon moi, est digeste pour le public français lambda aujourd'hui. C'est-à-dire que si Le Gallou est invité chez Hanouna ou je ne sais quelle émission de divertissement politique, je pense qu'il pourrait finalement présenter l'identitarisme blanc, ce que la gauche appelle le racisme, en fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les mots. Le mot racisme est trop connoté négativement parce qu'on le charge de haine. On pense que quelqu'un qui estime que les peuples ont des différences et qu'on peut être fier, entre guillemets, de sa race, est forcément quelqu'un d'haineux. Je ne le pense pas. Bon, mais comme le mot est, on va dire, pourri pour 1000 ans, pour les raisons qu'on connaît, on peut utiliser le mot identité. Oui, la ligne identitaire de Le Gallou, pour moi, c'est celle que devrait avoir la droite et qu'elle n'a pas. Et je tiens à préciser que ni Jean-Marie Le Pen, ni Nicolas Sarkozy en 2007, ni Marine Le Pen, ni Zemmour n'ont assumé l'identitarisme européen dans leur campagne. Et or, on voit qu'il y a des pays où cette ligne fonctionne. Elle fonctionne, par exemple, je vous ai cité le Danemark. Le Danemark n'est pas connu pour être un pays particulièrement conservateur, au contraire. Et pourtant, les socialistes, donc la gauche danoise, a une ligne identitaire assumée qui consiste à dire... Je veux dire, j'ai toutes les phrases. Ça fait 5 ans que je récolte des phrases prononcées par les ministres ou des partis danois qui disent voilà, pour préserver le modèle social et l'équilibre culturel, nous devons limiter l'immigration en provenance de pays extra-européens. Bon, c'est une façon, je dirais, jolie et convenable de dire en gros, on ferme les frontières. Voilà, c'est un programme qui est de droite sur le point de vue de l'identité. Maintenant, là où je vous donne raison, il faut que je donne raison à Bousquet, c'est que pour moi, la plus grosse erreur d'Éric Zemmour, en plus de son soutien à la Russie, mais ça on va pas en reparler, mais la plus grosse erreur pour moi, c'est d'avoir visé un électorat, l'électorat de l'UMP, des Républicains.
Voilà. Il pensait que les voix étaient à chercher là, et pour moi, il s'est trompé parce que ma thèse, que j'expose d'ailleurs dans mon dernier livre, là, que j'ai sorti cette année, 2027, c'est que la droite en fait bourgeoise est devenue mondialiste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas identitaire. Ceux qui votaient autrefois pour Jacques Chirac ou pour Nicolas Sarkozy, à présent votent pour Macron. Pécresse a fait 4%, Zemmour a fait 7%. Il n'y a pas assez de voix à aller chercher dans ce. Je termine. Oui, pardon. Non, mais sans problème. Mais voilà. Alors que pour moi, les voix des Blancs conscientisés par le drame du grand remplacement sont à chercher dans la classe moyenne et dans les milieux populaires. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut amener un discours à la fois protectionniste, critique de l'immigration, mais un discours social en disant aux gens, surtout aujourd'hui avec l'inflation, les gens ont du mal à finir les fins de mois, leur dire voilà, on est là pour vous. Macron, c'est le candidat des très riches. Nous, on est le candidat des Français comme tout le monde, que ce soit des petits commerçants, même des entrepreneurs et des prolétaires. Et à la fois dans sa manière de se présenter publiquement, dans sa façon de parler, dans son attitude, Zemmour ne parle pas autant aux prolétaires que Marine Le Pen. Ça, c'est un vrai problème. Et je pense que tant que ce sera ça, tant que ce sera comme ça, il ne pourra pas dépasser les 10%. Il a été très critiqué aussi parce qu'il fait très journaliste parisien, donc très dans l'élite et pas du tout au niveau du peuple. Deux choses, vous citiez Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. Pour moi, ce n'est pas une vraie droite, c'est ce qu'on appelle une fausse droite. Je pense que vous avez aussi lu La cause du peuple de Buisson. Oui. Où en fait, à chaque fois, Buisson, moi je trouve qu'il est brillant, mais à chaque fois que Buisson donne un conseil, Sarkozy a eu le génie de faire exactement le contraire à chaque fois. Et ça a marché. Ce qui est assez impressionnant, ce qui fait qu'il y a eu sa non-réélection en 2012. Et par rapport à la schizophrénie de Zemmour, je pense que d'un côté, quand il a parlé du ministère de la remigration, on l'a beaucoup critiqué parce qu'il avait l'air quasiment désespéré. C'est-à-dire que c'était un peu le coup final, alors que tout le monde savait qu'il allait perdre. Oui, c'est vrai. Même moi, je l'ai perçu comme ça, alors qu'une partie de moi était heureuse que ce mot remigration soit lâché à heure de grande écoute. Mais finalement, avec le recul, à 2 ou 3 semaines du scrutin, c'est pas forcément sérieux. Maintenant, qu'avait-il à perdre? Je veux dire, faire 9% ou 7%. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, je vais essayer de marquer l'histoire. Et il a placé des graines dans l'esprit des Français. Je lui jette pas la pierre pour ça, honnêtement. Je pense qu'il y a eu des maladresses. Après, qui sommes-nous pour juger? Est-ce qu'on aurait fait mieux? Moi, certainement pas. Mais autant Zemmour, j'ai trouvé très bon en discours. Je l'ai trouvé très bon au début de campagne. En fait, dès qu'il est seul avec les journalistes, là, il envoie la purée. Il est parfait. Il est là où on l'attend. Par contre, en débat, je trouve vraiment que Zemmour n'est pas bon en débat. Il y a une attitude, en fait. Il est impatient. Il interrompt. Il bégaye. Et paradoxalement, parfois, contre des adversaires comme Mélenchon, qui sont des ordures intégrales et assumées, parfois je le trouve trop courtois. Il y a tendance à dire alors monsieur Mélenchon, je suis démocrate, je vous laisse parler, alors que l'autre en face quasiment le traite d'ordure. Jean-Luc Mélenchon l'avait traité de chien, et en fait Zemmour n'a pas su réagir. Donc je crois qu'on a vu à l'occasion de cette campagne quelque chose qu'on savait déjà, mais qu'il faut parfois, qui éclate au visage, c'est que être chroniqueur, être journaliste et être politique, c'est deux choses différentes. Et les politiques, même quand on pense qu'ils sont des idiots, ils ont quand même une capacité à ne jamais être déstabilisés, que Zemmour n'a pas forcément eu dans cette campagne, même si c'est amélioré quand même au fil des mois. Donc se pose la question, est-ce que c'est le bon candidat? Est-ce qu'il a une capacité d'amélioration jusqu'en 2027? La question est en suspens. Moi, j'avais une dernière question sur Zemmour, comme ça on pourra clore ce sujet. Et une question aussi de nouveau qui me taraude dans la même un peu structure de réflexion, c'est-à-dire comment expliquez-vous qu'il soit plutôt anti-système, qu'il combatte le grand remplacement, qu'il parle même de remigration à la télévision, et qu'à la fois, ils sont invités partout? Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que ce que je remarque, c'est que d'autres personnes qui peuvent tenir le même discours que lui sont invitées nulle part et sont même totalement bannies, en fait. J'ai 2 éléments de réponse. Déjà, je crois qu'on sous-estime à quel point certaines personnes qui passent à la télé, qui ont cette possibilité de s'exprimer devant des millions de spectateurs, s'auto-censurent. Par exemple, rien n'empêche Marine Le Pen
dans le discours d'être aussi radicale, voire plus radicale qu'Éric Zemmour, sinon elle-même. C'est un choix conscient. Elle a choisi, dans cette campagne, de ne quasiment pas parler de l'immigration et de focaliser sur l'économie, sur le social. Mais en fait, il n'y a pas un petit lutin démoniaque qui empêche Marine Le Pen ou d'autres candidats de dire ce qu'ils pensent. Donc je pense simplement que Zemmour est plus courageux et qu'il a une vision historique à plus long terme. Voilà, son but, avant même de gagner l'élection présidentielle, c'est de dire des choses vraies, et c'est pour ça que je le respecte. Maintenant, je dirais que si on regarde bien, moi ça fait longtemps que je suis Éric Zemmour, si on regarde bien l'évolution de sa carrière, qu'est-ce qui permet à Éric Zemmour de dire ça aujourd'hui? Il y a quand même 2 éléments. La première, c'est qu'il est juif. Donc déjà, quelqu'un, en France, Oui, quelqu'un qui est juif et qui va tenir un discours un peu ferme sur l'immigration, les médias de gauche auront quand même plus de difficultés à traiter le gars de nazi, quoi. C'est quand même difficile de traiter Zemmour de nazi, ça n'a pas vraiment de sens, même si ça a quand même eu lieu pendant la présidentielle. Oui, déjà avant aussi. Voilà, on a essayé de le diaboliser, voilà. Mais c'est quand même, ça marche moins que quand on le fait sur un candidat ou une candidate comme Marine Le Pen qui est blonde aux yeux bleus. Ça, c'est une question, je dirais, de communication, et c'est le point fort d'Éric Zemmour finalement, c'est d'être de droite tout en étant juif. Mais il y a autre chose aussi, c'est que si vous regardez Zemmour il y a 20 ans, je ne dis pas que Zemmour a changé de ligne, je dis qu'il s'est radicalisé quand même. Et quand il est arrivé sur les plateaux dans les années 90, il n'était pas aussi ferme, en fait, il ne tenait pas les discours qu'il tient aujourd'hui. Il ne parlait pas de grand remplacement des années 90. D'ailleurs, comment il s'est fait connaître? En fait, par la critique du féminisme, un peu comme Alain Soral. Et bien sûr, on a toujours su qu'Éric Zemmour était de droite. Mais je dirais qu'il est passé, entre guillemets, de droitard à nationaliste. C'est-à-dire que pendant 10-15 ans, quand il était par exemple chez Ruquier, pourquoi il était toléré chez Ruquier? Eh bien parce qu'il était le droitard en fait. En fait, quand on voyait Zemmour, je me souviens d'ailleurs, quand on regardait l'émission avec mon père, à l'époque j'étais jeune, il me disait bon, Zemmour, il est bien, mais il doit voter Chirac et Sarkozy. Et c'est sûrement vrai d'ailleurs. Et petit à petit, je dirais depuis 5-10 ans, Zemmour a musclé son discours et de manière presque imperceptible, on est arrivé finalement à tenir le discours que tenait le Front National il y a 10 ans. Donc je pense que c'est le caractère progressif de son idéologisation vers la droite qui explique pourquoi il a été toléré par le système. Mais je pense que ce sera de moins en moins le cas. Nous verrons. Où il a beaucoup changé aussi, je trouve, sur sa ligne économique, où il avait tendance à citer Michéa toutes les 3 phrases, et maintenant il est devenu ultra-libéral. Oui, mais pour moi, c'est une erreur. Mais le côté identitaire est resté le même. Ouais. Pour moi, en fait, à une époque, Zemmour se définissait comme marxiste de droite. Et je pense qu'il tenait quelque chose. Il tenait vraiment quelque chose qu'il a abandonné parce qu'il a fait le pari que les voix de la droite étaient à prendre à droite, dans la droite bourgeoise. Et pour moi, il s'est trompé. Voilà. Je suis assez d'accord sur ce point. Maintenant, on va parler plutôt du natalisme ou de la décroissance. Ouais. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes expatrié en Roumanie. Mm-hmm. Peut-être un des points aussi où vous avez un point de divergence avec Renaud Camus, c'est que lui est pour la décroissance. Et vous, c'est plutôt le contraire. Vous êtes plutôt pour une politique de natalité assez forte. Oui. Mais pourquoi combattre le mal avec le mal, si j'ose dire? C'est-à-dire, apparemment, nous serions trop sur Terre. Mm-hmm. Donc, une trop forte démographie nuirait fortement à notre monde. Alors moi j'ai la vision d'Elon Musk là-dessus, sans me mettre évidemment à son niveau de génie. Elon Musk est très inquiet de la dénatalité justement, et quand il pousse les gens à faire des enfants, évidemment c'est un non-dit, mais il pense au monde développé, il pense au monde européen. Moi je pense qu'il n'y a jamais assez d'Européens sur Terre. Voilà ma théorie, parce que notre destin est prométhéen, notre destin dépasse même l'histoire de la Terre. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet à l'idée qu'il y ait 5 milliards, 10 milliards, même 15 milliards d'Européens sur Terre. En revanche, je suis inquiet que certains peuples aient une démographie que je qualifierais de burlesque, voilà, au Tchad ou au Nigeria. Incontrôlable. 7, 8, 9 enfants par femme, voilà, c'est complètement abusif. En fait, d'un point de vue intellectuel, et je suis d'accord avec Renaud Camus, le fait que... L'urbanisation, exactement, le bruit, le fait qu'on ne peut plus retrouver le silence, le fait qu'on n'a jamais l'impression d'être seul, pose un problème philosophique. Je suis d'accord avec lui. Seulement, on affronte une démographie étrangère qui est énorme, et notre arme face à ça, moi ce que je dis souvent, c'est attaquer le système, c'est faire des enfants. Puisqu'on ne peut pas empêcher nos gouvernants de faire venir des immigrés,
on peut essayer de ne pas trop être en minorité. Donc, quand je ne dis pas que j'aurais été nataliste en toutes circonstances. S'il n'y avait pas eu l'immigration, par exemple dans des pays qui ne connaissent pas l'immigration, on s'inquiète un peu de la démographie dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple dans les pays baltes. La démographie est encore plus basse qu'en France, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas d'immigration massive. Donc en fait, il n'y a pas de sujet d'inquiétude. Les gens vivent plus longtemps. Avec le confort moderne, eh bien, on a moins besoin de force vive pour faire tenir une société. Donc c'est complexe. Je veux dire, Non, mais je vous rejoins totalement. C'est aussi, j'ai le même dilemme que vous. voilà, C'est-à-dire, c'est difficile. Mais je suis contre l'urbanisation, contre le bruit. oui, Mais déjà, de un, je suis toujours inquiet quand Bill Gates nous parle de décroissance démographique. Ça m'inquiète beaucoup quand il parle de ça. Surtout que lui, je pense qu'il a clairement une idée derrière la tête. Et au-delà de ça, il est évident qu'il n'y a pas assez d'Européens en Europe. Ça, oui. c'est une évidence. Et même au-delà, je dirais, de la problématique raciale, moi, je suis un peu inquiet du phénomène d'idiocratie. C'est-à-dire que je pense que les gens intelligents se posent trop de questions. Les discours de Bill Gates, les discours anxiogènes des écologistes, qui est-ce qu'ils touchent? Les gens qui vivent dans les pays développés et qui se disent « Mais mon Dieu, est-ce que la Terre vivra dans 100 ans? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je me prive de faire un enfant ?» Alors certes, ces gens peuvent être gauchistes, mais pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est quand même du bon matériel génétique. C'est pas le mec qui est au Cameroun, qui va jamais écouter des émissions intellectuelles, qui va se dire tiens, il faut que je fasse moins d'enfants pour alléger la planète. Mais au-delà de ça, pourquoi je suis nataliste? C'est parce que pour moi, la décadence s'exprime, est visible à travers justement le fait de cette incapacité à aller vers l'autre, à aller vers la femme, à aller vers l'homme quand on est une femme et à créer un projet solide dont la résultante est faire un enfant. C'est-à-dire pour moi, faire des enfants avant d'être un projet politique, c'est l'expression d'une vitalité intérieure. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de décadence morale des pays développés, qui touche d'ailleurs même certains pays d'Asie comme la Corée du Sud. Et comment on lutte contre cette décadence? En revenant aux fondamentaux. Et en fait, quel est le but de l'homme? Transmettre ses gènes. Donc pour moi, quand je dis aux gens, faites des enfants, ne vous mettez pas en tête, je dois faire 5 enfants parce que les Africains en font 5. Vous devez faire autant d'enfants que possible et que vous en désirez, parce que c'est la vie. Faire des enfants, c'est la vie. Et si je me permets une dernière chose sur Renaud Camus, et je pense qu'il ne m'en voudra pas, je pense vraiment que sa vision est liée à son homosexualité. C'est-à-dire que étant homosexuel, le désir d'enfantement, le désir en fait de transmission et le désir même d'éducation d'un enfant n'est pas chevillé, je dirais, à l'âme, comme elle peut l'être chez un hétérosexuel. Et je pense que si je lui disais, et d'ailleurs la prochaine fois que je vais l'interviewer, je vais lui demander, il pourrait ne pas être en désaccord avec cette vision. Donc pour moi, c'est une vision qui est moins politique que personnelle, philosophique, et liée finalement à son âme d'artiste. Voilà. Moi, je pense que c'est beaucoup plus lié au bruit et à l'urbanisation, parce qu'on en discutait encore ce week-end et il voyait à quel point la Suisse était très abîmée par l'urbanisation et puis le monde, etc. etc. Selon vous, prochain sujet, puisque vous parliez récemment justement d'Alain Soral et de Zemmour sur le féminisme, bon déjà, selon vous, n'y aurait-il pas un lien à faire entre les combattants du Great Reset et ceux du Grand Remplacement? Sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire un combattant du Great Reset. Comment on combat le Great Reset? Aura-t-il lieu? Il est en cours. Par exemple, si je vous dis par exemple que je pense, j'en ai évidemment qu'une certitude, que la monnaie physique va disparaître pour laisser place à la monnaie liquide. C'est déjà en discussion à la Commission européenne. Par exemple, je ne pense pas que, évidemment, la submersion migratoire est évidemment un immense problème. Mais je pense qu'elle est un outil pour appliquer ce que Renaud Camus appelle la MHI, c'est-à-dire la matière humaine indifférenciée, pour nous rendre tous comme, encore Sloterdijk, la gestion du parc humain. Dire que nous allons tous devenir de la marchandise contrôlable, et puis évidemment notre vie se résumera à métro, boulot, dodo, et évidemment le magasin pour consommer. Oui, je suis en désaccord avec cette vision. C'est-à-dire, je pense que c'est une vision qui est trop englobante. Et je pense que le système a des projets plus simples pour lui-même. Par exemple, pourquoi Emmanuel Macron, maintenant, ça vient de tomber, hein, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que les campagnes soient finalement aussi diversifiées
que les villes Ouais. françaises. Et en C'est fait, un magnifique projet voilà. d'application du. Bah là, c'est le grand emplacement assumé, même s'il n'a pas employé le mot, Oui. très clairement. Mais pour moi, en fait, la raison est simple. Les partis de système auront besoin de plus en plus d'un électorat non autochtone pour gagner. Et donc, c'est une course contre la montre entre les idées de droite qui montent quand même à chaque élection, même si on est perdant pour l'instant. Mais on voit bien que dans d'autres pays, ça commence à passer. On voit bien que Marine Le Pen, bon, on dit qu'elle est incompétente, ceci, cela, mais enfin bon, elle fait 34 en 2017, elle fait 41, presque 42 en 2022. Donc petit à petit, ça monte. Pour moi, il y a une volonté de la gauche morale et la gauche de l'immigration de remplacer les Français suffisamment vite pour se garantir en fait des réélections à chaque fois. Mais ici Mélenchon s'arrête en le projet. 2027. Voilà, ici s'arrête le projet selon moi. C'est les politiques veulent obtenir le pouvoir pour la richesse et pour la gloire et pour l'histoire même. Quelque part, j'ai une vision même plus cynique que ça. Je ne pense pas que les peuples sont plus bêtes qu'avant, sincèrement. Faut pas oublier que, voilà, à l'époque de la Révolution française, l'analphabétisme, c'est plus de 90%. Donc, je ne crois pas qu'on soit forcément plus stupide qu'avant. Pensez pas qu'on est abruti. Pensez pas qu'il y a le petit remplacement de Renaud Camus qui à chaque fois nous permet à chaque fois de nous faire remplacer. Mais le petit remplacement, ce sont les gens qui le réclament. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que l'offre aujourd'hui, elle est sur Internet. Si vous voulez avoir une vie d'érudit, vous pouvez plus que jamais vous cultiver. Pourquoi les gens ne le font pas? Parce que les gens, en réalité, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis de droite, je suis démocrate autant qu'on peut l'être. Je suis plus pour la démocratie athénienne, on va dire, que la démocratie totale. Moi, je pense que les gens ont toujours été médiocres et que quand on leur donne la possibilité de jouir plutôt que de s'élever, ils jouissent. Mais est-ce pour autant la faute des grands groupes? Est-ce que McDonald's veut rendre les gens obèses? Non, McDonald's veut juste vendre le plus de sandwichs possible pour des raisons économiques, parce que c'est un marché libre, parce que c'est le capitalisme. Vous avez la possibilité d'aller au McDonald's 2 fois par jour ou de ne jamais y aller. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à choisir, je préfère quand même le monde libre, parce que dans un monde libre, et donc occidental, on peut choisir de tomber dans le stupre ou pas. Alors que dans la dictature, quelle que soit sa forme, en fait, on ne peut pas lutter contre le pouvoir. Le pouvoir est trop fort. Et on le voit, par exemple, en Chine. C'est assez terrifiant, la Chine actuellement, parce que en fait, on ne peut plus lutter contre le pouvoir en fait, dans des pays comme ça, où les manifestations sont quasiment interdites, où la police est très puissante, etc. Donc, pour répondre, je pense avoir une vision trop englobante et penser que le système veut nous contrôler en toute chose est un constat qui est anxiogène, qui finalement ne mène pas vraiment quelque part. Et pour en revenir au Great Reset, je vais citer les crypto-monnaies. Ce n'est pas parce que l'argent physique disparaît qu'il ne sera plus possible de magouiller. Il y aura toujours des magouilles. Il y aura toujours une possibilité de passer entre les mailles du filet. C'est comme la censure. On pense qu'il arrivera un jour où on ne pourra plus contourner la censure. Et je suis assez d'accord avec Jean-Yves Le Gallou qui dit qu'il y a toujours un moyen de contourner la censure. Donc oui, peut-être que l'argent physique va disparaître, mais là où mon point de vue diverge par rapport on va dire, aux dissidents classiques, c'est que je ne pense pas que ce soit le système qui le veut. Ce sont les gens. Dès que les gens peuvent payer avec un téléphone portable, simplement en posant leur portable quelque part, ils le font. Ils le font. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on leur donne les outils à disposition pour eux-mêmes se rendre esclaves. Oui, mais parce que les gens ne le voient pas comme de l'esclavage et parce que finalement, notre point de vue, il est lié au fait que, moi je suis identitaire, effectivement, les partis pouvoir en Occident ne sont pas identitaires. Donc je suis un dissident, finalement. Je suis en lutte politique contre l'État. Donc l'idée que l'État puisse me contrôler a un caractère angoissant, mais pour la plupart des gens, non, puisque l'État peut aussi être bienveillant. C'est pour ça que moi, j'ai eu une rupture à un moment donné, au moment de la crise Covid, parce que j'étais en total désaccord avec le fait qu'un État veuille sciemment nuire à sa population. Qu'on me dise ensuite, les vaccins sont sortis trop tôt, ils n'étaient pas assez efficaces, etc. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste pour en parler. Mais cette idée, je pense que la droite se trompe et qu'elle confond les positions anti-système avec les positions de droite identitaire qu'elle devrait avoir. Il y a des sujets sur lesquels on peut lutter contre le système et d'autres où le système peut dire une chose qui n'est pas mauvaise. Voilà. C'est pour ça que ma ligne est parfois difficile à comprendre, mais pour moi… Non, mais je comprends tout à fait, mais
moi, avant que nous concluions, moi j'aimerais Ouais. encore savoir, parce que vous avez eu un non-débat avec Alain Soral qui est, je trouve, regrettable, mais Oui. au-delà de ça, moi ce qui m'intéressait, c'était surtout les idées, Mhm. parce que pour être transparent avec vous, moi c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, c'est-à-dire que je suis très camusien, avec la Mhm. dépossession, etc. Mais j'ai récemment lu Comprendre l'Empire et Comprendre l'époque, et je trouve que Ouais. certaines critiques sont très intéressantes. Donc, Ouais. quelles sont vos divergences dans les grandes lignes avec Alain Soral, par exemple? Ouais, alors c'est une question à $1 million parce que en fait, à l'époque, ce qui a mené à ce débat avorté finalement contre Soral, c'est un certain nombre de critiques que j'ai produites de son site, d'égalité à la conciliation et de sa ligne. Bon, des points d'accord, je peux en avoir. Quand Soral va critiquer le gauchisme, je peux être d'accord avec lui. Quand il critique l'immigration en tant que phénomène, bah, en fait, on pourrait dire que c'est ce qui rassemble toutes les droites. Pour vous, c'est Même pas organisé, par exemple. Pour vous, c'est un si processus. c'est organisé, mais ce n'est pas organisé pour les raisons qu'évoque nécessairement Alain Soral. C'est-à-dire que vous avez des intellectuels comme Jacques Attali qui vont se réjouir pour des raisons messianiques du remplacement de population en Europe. Mais pour la plupart des politiques ou pour le patronat, en fait, c'est une logique purement commerciale. Et moi, j'ai l'intime conviction que lorsque les robots feront le boulot mieux que les livreurs Uber, eh bien, Uber ne s'embêtera plus à employer, même à 1 ou 2 euros par heure, des Africains. Donc, c'est pour ça que je trouve la vision d'Alain Soral caricaturale et trop angoissante. Et évidemment, si vous voulez, pour moi, Soral est un tiers-mondiste. C'est-à-dire qu'il considère que l'Occident est pourri de l'intérieur et que la seule chose qui peut sauver les Français, c'est une force, une tradition qui vient de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que Soral est pro-Poutine, c'est pour ça que Soral est pro-islam. Il ne s'en cache pas en réalité. Quand on lit entre les lignes, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que Soral estime que on ne peut, en fait, on ne peut sauver la France que par une grande tabula rasa. C'est-à-dire, on oublie tout et on recommence. Ça doit forcément passer par une rébellion, et les Français seraient contraints de s'unir avec le prolétariat non blanc pour lutter contre le système. Je pense que cette vision, déjà, c'est pas la mienne, et je pense qu'elle est purement théorique, et liée au fait que les influences intellectuelles de Soral sont pour la plupart des penseurs de gauche. Et quel est le point commun de la plupart des penseurs de gauche? C'est qu'ils sont très forts pour la théorie, mais assez peu pour la pratique. C'est-à-dire qu'ils ce sont des idéalistes, et parfois, ce qu'ils considèrent comme des utopies, en réalité, sont des dystopies. Et Soral, en fait, a une telle détestation pour les mondialistes et les juifs de gauche qu'il va essayer de vendre comme ça à son public l'idée d'une union possible entre prolétaires, une espèce d'internationale du prolétariat contre le système cosmopolite et judaïque. Bon, moi, je pense que c'est une vision qui est erronée. D'ailleurs, la mayonnaise ne prend pas. En réalité, quand on vit en banlieue, et je veux dire, moi, je viens d'une condition populaire, je fréquentais pas mal de gens qui vivaient en banlieue. On voit très bien qu'en fait, cette association, elle est impossible. Et que, pour terminer de répondre, la ligne la plus simple et la plus logique pour réveiller les peuples européens, c'est une ligne en fait de survie ethnoculturelle. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de non-blancs islamisés en France et en Occident. Il faut qu'il y en ait moins et il faut les faire repartir. Pour moi, c'est vraiment extrêmement simple. Et je pense même que beaucoup de gens sont d'accord avec ce constat, mais que la droite se met des bâtons dans les roues en ayant sur certains sujets justement des positions complotistes qui la rendent impopulaire et qui la marginalisent. Voilà, donc je citais par exemple Philippot. Quand vous suivez le Twitter patriote, vous avez l'impression que Philippot est une superstar. Que pèse Philippot en France? En réalité, moins d'1%. Parce que les Français ne veulent pas de cette ligne anti-OTAN, où en fait, quand tu vas voir ton médecin, tu as l'impression, enfin, tu te demandes si le mec il veut pas te tuer, parce que c'est ça finalement, Philippot, tu es Philippot. Je me souviens, Ouais, ça m'avait choqué. faut pas trop caricaturer non plus, mais Moi, personnellement, c'est un peu ma bête noire, Philippot. Par exemple, à un moment donné, Nadal a eu un problème sur le court, un essoufflement. Philippot a dit, haha, comme par hasard, un mois après son vaccin. Alors qu'il n'a aucune idée de si c'est lié au vaccin ou pas. D'ailleurs, quelques temps après, je suis Nadal a gagné d'accord. Roland Garros. Non, mais oui, mais il faut. Je Pourquoi suis d'accord j'insiste avec là-dessus? vous, mais C'est que les gens c'est important, je termine là-dessus. Les gens qui ne sont pas de droite, mais voient ce genre de tweet de Philippot, nous mettent tous dans les mêmes cases. Ils se disent, mais en fait, la droite, ce sont des amateurs et des piliers de comptoir qui racontent n'importe quoi
au fil de leurs pensées. Voilà. Vous regardez Philippot, c'est Radio Moscou, c'est-à-dire c'est un gars qui va dire que l'Ukraine est un pays mafieux, corrompu, comme s'il n'y avait pas de mafia en Russie, soit dit en passant. Et en fait, tout ça, ce sont des poids qui empêchent la droite de convaincre sur le seul sujet qui compte vraiment, qui est le remplacement de population, selon moi. Non, ça je suis d'accord. Peut-être des fois le manque de nuances chez certaines personnalités politiques. Mais concernant le cas de Nadal, il y a quand même des fois certains hasards qui méritent d'être soulevés. C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, et tous les pays européens ont connu une surmortalité durant l'année 2021, je crois. Je crois que c'était 2021. Et dans le sous-titre à cet article de journal, il était bien noté par les journalistes. Nous ne savons pas ce que c'est, mais tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas dû au vaccin. Donc je trouve toujours surprenant de devoir justifier quelque chose qui paraît pourtant si évident. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est drôle, mais on voit qu'il y a le réflexe de méfiance vis-à-vis d'une information qui est donnée, alors que moi, je prends l'information comme elle est donnée. C'est-à-dire, c'est mort, par exemple, est-ce que peut-être tout simplement lié au Covid? Peut-être qu'il y a eu plus de morts en 2021 parce que c'était le pic du Covid. Ça peut aussi être ça. Voilà, il faut voir sur les années, de toute façon, quand on aura le recul, on verra finalement si ce vaccin était si terrifiant que ça. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est je trouve qu'il y a une façon d'aller bien en tête vers la théorie la plus complotiste possible et de ne pas ensuite la confronter à la réalité. Par exemple, quand nous étions au plus fort des confinements, énormément de figures de droite, dont Alain Soral, dont on a parlé tout à l'heure, disaient « Vous verrez, on ne sera jamais déconfiné ». Voilà, aujourd'hui, on est en septembre 2022, on est déconfiné. On est déconfiné. Alors peut-être qu'il y aura encore une vague qui va être reconfinée, mais moi je ne crois pas du tout à la théorie des confinements perpétuels. Et je trouve moi ce qui m'agace, c'est qu'il n'y a jamais de retour critique. Il n'y a jamais de gens qui vont dire bon, écoutez, c'est vrai qu'on a peut-être exagéré. Maintenant, il y a 4 milliards d'humains qui ont été vaccinés, enfin 3 milliards d'humains qui ont reçu une dose de vaccin. A priori, c'est pas non plus l'hécatombe interplanétaire. Maintenant, nous sommes déconfinés. Bon, peut-être qu'on a un peu exagéré en faisant flipper les gens. Voilà. Mais ça, je comprends tout à fait votre critique et je me rappelle l'avoir entendu parce que j'ai écouté ces analyses aussi. Mais je pense que le pass ou les confinements vont être sous une autre forme. Comme on voit, par exemple, j'avais fait une story sur Instagram, mais moi je pense que la prochaine forme de confinement, ça va être un pass climatique. C'est-à-dire que nous aurons notre carte de crédit qui sera directement reliée à nos dépenses. Et en fonction de l'émission de carbone qui en découlera, eh bien, on aura peut-être des taxes supplémentaires à payer ou une restriction de voyage ou que sais-je. Et je pense que ce monde n'est pas si loin de nous. Je pense au contraire qu'il est plutôt assez proche. Mais c'est pas impossible, mais on se posera la question quand ce moment arrivera. Et alors, à ce moment-là, par exemple, je ferai partie des gens qui lutteront contre. Parce que je dirais simplement, il faut que tous les pays soient à égalité. Si nous faisons cette démarche autolimitatrice, alors tous les pays du monde doivent le faire. Sinon, je ne vois pas pourquoi nous, les Européens, on serait les seuls à se limiter. Mais voilà, la vie est assez difficile comme ça dans les pays de l'Ouest pour ne pas se poser des questions sur des modus vivendi qui, pour l'instant, ne correspondent pas à la réalité de notre quotidien. La réalité de notre quotidien, c'est qu'on peut encore voyager, que si on veut quitter la France, on peut le faire. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Que voilà, on n'est pas obligé de se métisser, même si la propagande nous pousse à le faire. Qu'on n'est pas obligé de ne pas faire d'enfants. Et qu'on n'a pas encore de puce dans le corps. Donc, je veux dire, c'est chaque chose en son temps. On n'a pas besoin d'inventer des théories. Le réel, parfois, nous… Voilà. Par exemple, oui, maintenant, Macron… dit clairement, je veux qu'il y ait des non-blancs dans les villages. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qui va se passer. Donc là, clairement, on a un fait politique avéré. Le chef d'État l'a mis en avant. Là, il peut y avoir une lutte politique actuelle, contemporaine de ce phénomène. Enfin, contre ce phénomène. Pour le reste, qui vivra verra. Ok. Merci beaucoup pour ces magnifiques paroles. Merci Daniel Conversano. Merci à vous. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour un prochain entretien. À bientôt. À bientôt.